Elle s'assit à son bureau et ouvrit son ordinateur. Sur l'écran d'accueil, une annonce officielle venait d'être envoyée à toute l'entreprise. Nouvelle directrice générale nommée par le conseil d'administration. Prise de fonction immédiate. Une photo souriante accompagnait l'annonce. Mireille cliqua sur la photo pour l'agrandir. Et son cœur s'arrêta. La femme sur la photo, en tailleur bleu marine impeccable, les cheveux tirés en chignon serré, un sourire de façade figé sur les lèvres, cette femme, Mireille la connaissait. Elle la connaissait depuis qu'elle avait 6 ans. Elle s'appelait Karine. Elle avait été sa meilleure amie pendant 17 années de sa vie. Elle avait été sa sœur de cœur. Et voilà qu'elle apparaissait aujourd'hui comme la nouvelle patronne de l'entreprise où Mireille travaillait modestement depuis 8 ans sans que personne ne connaisse sa valeur réelle. Cette histoire est celle d'une trahison qui a commencé sur les bancs d'une petite école primaire d'un quartier populaire, et qui a fini dans les étages de verre d'une grande entreprise. Cette histoire montre comment les liens les plus anciens peuvent devenir les pièges les plus cruels. Alors prenez une grande respiration, parce qu'on entre maintenant dans le monde de Mireille et de Karine. Pour comprendre ce que Mireille ressentit devant son écran ce matin-là, il faut remonter très loin en arrière, dans le quartier populaire de New Bell, au milieu des années 80. Mireille et Karine s'étaient rencontrées à l'école primaire, en classe de cours élémentaire première année. Elles avaient 7 ans toutes les deux. Elles s'étaient assises côte à côte le premier jour parce que la maîtresse avait rangé les élèves par ordre alphabétique. Mireille portait une robe bleue propre mais rapiécée au coude. Karine portait une robe jaune très abîmée, avec des taches qu'elle ne pouvait pas cacher. Mireille avait un cahier neuf. Karine n'en avait pas. La maîtresse avait grondé Karine devant toute la classe. Karine avait pleuré en silence. À la récréation, Mireille avait déchiré son cahier en deux et en avait donné la moitié à Karine. À partir de ce jour, les deux petites filles ne s'étaient plus jamais quittées. Leur amitié avait grandi comme un baobab. Chaque matin, Mireille passait chercher Karine devant sa petite case en planche. Chaque soir, Karine raccompagnait Mireille devant la maison de ses parents, un peu plus grande, plus solide. Les familles étaient voisines dans la même ruelle poussiéreuse. Le père de Mireille était mécanicien dans un petit atelier. Sa mère vendait du poisson fumé au grand marché. Le père de Karine, lui, était un homme qu'on voyait peu. Il buvait souvent. Il battait la mère de Karine. Il disparaissait pendant des semaines. La mère de Karine lavait du linge pour les autres familles du quartier pour nourrir ses 3 enfants. Karine était l'aînée. Très vite, Mireille s'était rendu compte que Karine avait du mal à suivre à l'école. Pas par manque d'intelligence, mais parce qu'elle arrivait le matin sans avoir mangé, parce qu'elle n'avait pas d'électricité pour faire ses devoirs le soir, parce que son père ivre la réveillait en criant au milieu de la nuit. Alors Mireille avait commencé à aider Karine. Chaque après-midi, après les cours, elle s'asseyait sous le grand manguier de la cour de l'école, et Mireille expliquait les leçons à Karine. Les additions, les soustractions, les conjugaisons, la géographie, les poésies qu'il fallait réciter par cœur. Mireille avait une patience infinie. Elle répétait 10 fois, 20 fois s'il le fallait. Elle fabriquait des petits dessins pour aider Karine à comprendre. Mireille faisait même parfois les devoirs de Karine pour elle, quand Karine arrivait trop fatiguée. Elle prenait le cahier de Karine, imitait son écriture maladroite, remplissait les exercices. Le lendemain, Karine rendait le cahier à la maîtresse en souriant, et elle obtenait des notes correctes qu'elle n'aurait jamais eues autrement. Mireille ne s'en plaignait jamais. Pour elle, c'était normal. Karine était sa sœur de cœur. On aide sa sœur. C'est tout. Les années avaient passé. Le collège était arrivé. Le lycée aussi. Mireille continuait à être la première de la classe, toujours. Karine continuait à passer grâce à l'aide de Mireille. Les professeurs appelaient parfois les parents de Karine pour les avertir que leur fille ne travaillait pas assez, qu'elle ne comprenait pas certaines choses. Mais Karine s'en sortait toujours, grâce à Mireille. À la fin du lycée, les 2 jeunes filles avaient obtenu leur baccalauréat. Mireille avec mention très bien. Karine avec juste la moyenne. Pour Karine, ce jour-là avait été le plus beau jour de sa vie. Elle avait embrassé Mireille et elle lui avait juré qu'elle ne l'oublierait jamais, que quoi qu'il arrive dans la vie, elles resteraient liées comme 2 fils dans la même corde. Après le baccalauréat, les chemins s'étaient séparés un peu. Mireille avait voulu faire des études longues. Elle rêvait de devenir avocate. Mais son père était mort cette année-là, d'un accident dans son atelier. Sa mère se retrouvait seule avec Mireille et ses 2 petits frères. Il fallait que quelqu'un travaille pour nourrir la famille. Mireille, en fille aînée, avait fait son devoir.
Elle avait renoncé à ses études. Elle avait pris un poste de secrétaire dans une petite entreprise. Elle avait envoyé ses petits frères à l'école, elle avait payé les soins de sa mère malade, elle avait tenu la maison. Elle avait 80 ans. Elle n'avait jamais regardé en arrière. Les rêves étaient un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Karine, pendant ce temps, avait pu faire des études. Ses propres parents ne pouvaient pas payer. Mais la mère de Mireille, par pure bonté, par amour pour la meilleure amie de sa fille, avait décidé d'aider Karine. Elle avait vendu un petit terrain hérité de son défunt mari pour payer l'inscription universitaire de Karine. Elle avait dit à Karine que c'était un cadeau, qu'il ne fallait pas en parler, qu'elle le faisait parce que Karine était comme une deuxième fille pour elle. Karine avait pleuré. Karine avait juré qu'elle rembourserait un jour. Karine était partie à l'université avec un sac, des livres, et la bénédiction d'une mère qui n'était pas la sienne. À l'université, Karine avait rencontré une autre étudiante qui s'appelait Sabine. Sabine était une jeune fille brillante, douce, venue d'un petit village près d'Edea. Elle préparait un mémoire remarquable en gestion d'entreprise. Son sujet était révolutionnaire pour l'époque. Il parlait de la digitalisation des petites entreprises africaines, un concept que personne n'osait encore mettre en avant. Sabine travaillait sur ce mémoire depuis 2 ans, avec une rigueur de fer, avec des recherches de terrain dans toute la région. Elle avait fait confiance à Karine, qui était sa camarade de chambre à la cité universitaire. Elle lui montrait parfois ses brouillons, ses tableaux, ses analyses. Un matin, 3 semaines avant la soutenance, Sabine avait reçu un appel urgent. Sa mère était gravement malade au village. Elle avait dû partir en catastrophe, en laissant tous ses documents dans leur chambre universitaire. Quand elle était revenue, après avoir enterré sa mère, son mémoire avait disparu. Tous ses fichiers, ses notes, son ordinateur. Elle avait cherché partout. Elle avait pleuré, accusé la femme de ménage, alerté la direction de la cité. Rien. Sabine avait dû reporter sa soutenance d'1 an, le temps de tout reconstruire. Elle avait fini par obtenir son diplôme, mais avec une année de retard, dans l'épuisement, dans la pauvreté. Elle était rentrée vivre dans son village, où elle était devenue institutrice dans la petite école primaire, avec un salaire minuscule. Elle n'avait jamais su ce qui s'était vraiment passé. Karine, elle, avait soutenu son mémoire à la date prévue. Avec une mention très bien. Sur un sujet révolutionnaire qui avait fasciné le jury. Un jury qui avait unanimement salué la qualité exceptionnelle de son travail. Karine avait reçu le prix du meilleur mémoire de sa promotion. Son nom avait circulé. Les entreprises s'étaient arrachées la jeune diplômée brillante. Elle avait été embauchée dans une grande société internationale de conseil avec un salaire de départ que peu de jeunes diplômés osaient espérer. En 15 ans, elle avait gravi tous les échelons. Elle était devenue l'une des femmes d'affaires les plus remarquées du pays. Aujourd'hui, elle était nommée directrice générale d'une grande entreprise d'import-export à Douala. L'entreprise où Mireille travaillait modestement depuis 8 ans. Et personne, pas même Mireille, ne savait que toute la carrière de Karine reposait sur le vol du mémoire d'une autre étudiante. Mireille referma son ordinateur. Son cœur battait très fort. Une joie étrange et confuse l'envahit. Sa meilleure amie d'enfance, sa sœur de cœur, Karine. Elle allait la revoir après toutes ces années. Elles avaient perdu le contact doucement quand Karine avait commencé à travailler dans les grandes entreprises. Karine était devenue difficile à joindre. Elle ne répondait plus aux appels. Elle changeait de numéro tous les 2 ans. Mireille avait essayé plusieurs fois de la retrouver, sans succès. Elle avait fini par accepter que la vie les avait séparés. Et voilà que le destin les remettait face à face, dans la même tour, dans la même entreprise. Mireille passa la matinée dans une nervosité joyeuse. Elle imaginait les retrouvailles. Elle se préparait mentalement à pleurer, à rire, à embrasser son ancienne amie. Elle se demandait si elle devait lui offrir quelque chose. Elle attendait. À 11 heures, la réceptionniste annonça par l'interphone interne que la nouvelle directrice générale faisait le tour des bureaux pour saluer les employés. Les pas se rapprochèrent. La porte s'ouvrit. Karine entra. En tailleur bleu marine. Les cheveux en chignon. Entourée de 2 assistants en costume. Mireille se leva. Son visage s'illumina d'un sourire immense. « Karine, dit-elle, Karine c'est moi, c'est Mireille. » Karine la regarda. 2 secondes. Peut-être 3. Un regard froid, vide, parfaitement contrôlé. Puis elle tourna légèrement la tête vers son assistant et dit, d'une voix polie et distante, « Enchantée madame. Comment vous appelez-vous déjà ?»
Nous ferons les présentations plus tard. Puis elle passa au bureau suivant sans s'arrêter. Mireille resta debout, immobile, avec son sourire qui s'effaçait lentement. Ses collègues, qui avaient entendu, la regardèrent avec surprise. Certains pouffèrent. L'un d'eux, Thierry, un jeune comptable de 30 ans qui travaillait en face de Mireille depuis 5 ans, fronça les sourcils. Il avait vu le regard de Karine. Il avait vu l'éclat froid dans ses yeux. Il n'avait pas aimé ce regard. Mais il ne dit rien pour le moment. Mireille se rassit. Elle sentit ses yeux se mouiller. Elle ne comprenait pas. Karine ne l'avait pas reconnue. C'était impossible. Mireille avait certes vieilli, certes pris un peu de poids, certes perdu l'éclat de la jeunesse. Mais son visage, ses yeux, sa voix, tout ça ne pouvait pas avoir changé à ce point. Non, Karine l'avait parfaitement reconnue. Elle avait choisi de faire semblant. Mais pourquoi? Mireille passa les jours suivants dans la confusion. Elle essaya d'aller voir Karine dans son bureau. La secrétaire particulière, une femme glaciale, lui répondit que madame la directrice était en réunion. Toujours en réunion. Mireille envoya un courriel interne personnel, rappelant leur amitié d'enfance, leurs souvenirs de Newbell, le cahier partagé en 2 à l'école primaire. Elle espérait un sourire, une réponse, un rire ému. Elle ne reçut aucune réponse. Mais le lundi suivant, quand elle arriva au bureau, elle trouva sur son ordinateur une note de service interne. Elle était réaffectée. De secrétaire du département import, elle passait à secrétaire du département archives. Au sous-sol. Sans fenêtre. Avec une baisse de salaire de 20% pour motif de réorganisation interne. Mireille ouvrit la bouche, la referma. Elle descendit au sous-sol avec sa petite boîte d'affaires personnelles. Elle s'installa à son nouveau bureau, une table abîmée dans une grande pièce froide pleine de dossiers poussiéreux. Elle resta assise en silence pendant 30 minutes. Puis elle se mit au travail sans un mot. Elle avait compris. Karine voulait l'humilier. Karine voulait la faire partir. Les semaines suivantes, ce fut pire. Karine envoya à Mireille des tâches impossibles. Elle lui demanda de reclasser seuls 30 ans d'archives en 2 semaines. Elle refusa ses demandes de congé maladie quand Mireille tomba malade d'épuisement. Elle convoqua Mireille à son bureau une seule fois, devant des témoins, pour lui reprocher un retard de 3 minutes, en hurlant, en la traitant d'incompétente devant la secrétaire particulière qui prenait des notes. Mireille ne répondit jamais. Elle serrait les poings sous la table et elle encaissait. Le soir, elle rentrait chez elle et elle pleurait dans son petit 2 pièces du quartier Bali. Sa mère était morte l'année précédente. Ses frères avaient fondé leur famille et vivaient à l'étranger. Elle était seule pour porter cette humiliation. Un matin, Thierry, le jeune comptable, descendit au sous-sol avec 2 tasses de café. Il posa une tasse devant Mireille sans un mot et s'assit en face d'elle. « Madame Mireille, dit-il doucement, je ne sais pas ce qui se passe entre vous et la nouvelle directrice. Mais je sais que ce qu'elle vous fait n'est pas normal. Je travaille dans cette entreprise depuis 5 ans. J'ai vu comment vous vous êtes comportée pendant toutes ces années. Vous êtes la personne la plus honnête et la plus compétente de tout l'étage. Quelque chose ne colle pas. Et je veux vous aider. » Mireille leva les yeux. Elle regarda ce jeune homme aux lunettes rondes, à la chemise à carreaux toujours impeccable, aux mains fines. Elle voulut lui dire que ce n'était pas son problème, qu'il ferait mieux de ne pas s'en mêler, qu'on ne se bat pas contre une directrice générale. Mais dans les yeux de Thierry, elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. De la justice. De la dignité. Un refus de laisser faire l'injustice. Alors elle se mit à parler. Elle raconta tout à Thierry. L'enfance. L'école. Les cahiers partagés. Les devoirs. Karine qui disparaissait. Karine qui ne répondait plus. Karine qui faisait semblant de ne pas la reconnaître. Thierry écoutait sans l'interrompre. Quand elle eut fini, Thierry resta silencieux un long moment. Puis il dit, « Madame Mireille, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Cette femme a peur de vous. Voilà pourquoi elle vous humilie. Elle a peur de ce que vous savez. Ou de ce que vous pourriez savoir. Quelqu'un qui a vraiment oublié une amitié d'enfance ne se donne pas la peine de détruire l'autre professionnellement. Elle la laisse tranquille. Si votre présence la dérange à ce point, c'est qu'elle a quelque chose à cacher. Et nous allons trouver ce que c'est. » Mireille fronça les sourcils. Elle n'avait jamais pensé à ça. Elle avait cru que Karine était juste devenue arrogante, qu'elle avait honte de ses origines modestes, qu'elle ne voulait pas que ses anciens collègues sachent d'où elle venait. Mais Thierry avait raison. L'acharnement de Karine n'était pas de la honte. C'était de la peur.
À partir de ce jour, Mireille et Thierry commencèrent à enquêter en secret. Ils travaillaient le soir, après les heures de bureau, dans une petite cafétéria à l'autre bout de la ville pour ne pas être vus. Ils choisissaient toujours la même table, au fond près de la fenêtre, où personne ne venait. Ils commandaient 2 cafés et restaient parfois jusqu'à minuit. Thierry avait accès à certaines bases de données de l'entreprise par son poste de comptable. Il pouvait consulter des informations sur la nouvelle directrice générale, ses diplômes officiels, son parcours professionnel, les entreprises où elle avait travaillé précédemment, les recommandations qui avaient accompagné son embauche. Il commença par vérifier le mémoire universitaire que Karine avait soumis pour obtenir son diplôme. Le fameux mémoire sur la digitalisation des petites entreprises africaines, celui qui avait lancé toute sa carrière. Thierry trouva le titre exact dans son dossier d'embauche. Il trouva aussi le nom du jury qui avait validé le travail 15 ans plus tôt. 3 professeurs. 2 étaient maintenant à la retraite. Le 3e enseignait encore à l'université, dans la faculté des sciences économiques. Thierry contacta discrètement un ancien ami de la faculté qui travaillait maintenant à la bibliothèque universitaire centrale. Il lui demanda de rechercher dans les archives s'il existait d'autres mémoires anciens sur le même sujet. Pendant ce temps, Mireille de son côté essayait de reconstituer la vie de Karine après leur perte de contact. Elle fouilla dans ses propres archives personnelles. Elle retrouva des vieilles photos de Newbell, de l'école primaire, du lycée. Elle retrouva aussi un vieux carnet où, adolescente, elle avait noté au fil des années les petits moments importants de son amitié avec Karine. Les devoirs qu'elle avait faits pour elle. Les exposés qu'elle lui avait rédigés. Les conseils qu'elle lui avait donnés avant un examen. Tout ça existait encore, noir sur blanc, dans l'écriture maladroite de l'adolescente qu'elle avait été. Ces notes n'étaient pas une preuve juridique, mais elles montraient un schéma. Un schéma très ancien de dépendance et de vol d'idées qui avait commencé dès l'enfance. Une semaine plus tard, Thierry posa une grande enveloppe devant Mireille dans la cafétéria. « Madame Mireille, dit-il d'une voix grave, je crois que nous avons trouvé quelque chose de très important. » Mireille ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une copie du mémoire officiel de Karine. Elle le feuilleta. Le contenu était brillant. Une analyse révolutionnaire sur la digitalisation des petites entreprises africaines. Mais il y avait aussi autre chose. Une autre copie, plus ancienne, celle-ci trouvée dans les archives de la bibliothèque universitaire. Une ébauche de mémoire, datée de 2 ans avant la soutenance de Karine. Au même sujet. Avec presque les mêmes mots. Mais signée par un autre nom. Sabine. Un nom que Mireille ne connaissait pas. Thierry, dit-elle, qui est cette Sabine? Thierry sourit tristement. J'ai fait des recherches. C'était une autre étudiante. Elle partageait la chambre de Karine à la cité universitaire. Son mémoire a disparu 3 semaines avant sa soutenance. Elle a dû tout recommencer. Elle a fini avec 1 an de retard. Elle n'a jamais su qu'on lui avait volé son travail. Aujourd'hui, elle vit dans un petit village près d'Edea. Elle est institutrice dans l'école primaire, avec un salaire misérable. Elle s'appelle Sabine Hennon. Elle a 40 ans. Elle vit seule avec sa mère âgée. Elle n'a jamais pu faire la carrière qu'elle méritait. Mireille sentit un frisson la traverser. Elle pensa à Sabine. À cet inconnu qui avait été dépossédé, comme Mireille, par la même femme. 2 vies sacrifiées par une seule personne. Le hasard voulait que les 2 victimes finissent par se rencontrer. Je veux la rencontrer Thierry, dit Mireille. Je veux aller voir Sabine. Il faut qu'elle sache. Le samedi suivant, Mireille et Thierry prirent la route vers Edea. Ils louèrent une petite voiture blanche chez un garagiste du quartier Aqua. Mireille avait mal dormi la veille. Elle avait imaginé toutes les réactions possibles de Sabine. La colère. Les pleurs. Le refus de croire. L'indifférence. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Elle avait mis dans son sac les documents originaux soigneusement rangés dans des pochettes plastiques. Elle avait aussi préparé quelques cadeaux. Un panier de fruits. Un paquet de biscuits. Du café en grains. Des petites choses simples, pour entrer chez Sabine avec respect, pas les mains vides comme une inspectrice. Le trajet dura 3 heures. Ils partirent tôt le matin, à 5 heures. Le soleil se leva doucement derrière eux pendant qu'ils roulaient vers l'est. Ils traversèrent des villages où les femmes balayaient déjà les cours devant les maisons. Ils traversèrent des forêts denses où la brume matinale flottait entre les arbres. Ils traversèrent des ponts sur des rivières boueuses, des marchés déjà animés, des écoles primaires où les enfants en uniforme couraient vers les portails. Thierry conduisait en silence.
Mireille regardait le paysage défiler. Elle pensait à son enfance, à Karine, à cette petite fille qu'elle avait aimée et qui était devenue l'ennemie dans sa vie adulte. Elle ne pleurait plus. Elle était au-delà des larmes maintenant. Elle cherchait la vérité. Ils arrivèrent enfin dans le petit village de Sabine, en fin de matinée. Le village s'appelait Bidjouka. Une soixantaine de maisons en banco, quelques cases en parpaing plus récentes, une petite église en tôle, un marché ouvert sous un grand fromager, 2 boutiques. Ils demandèrent autour de l'école primaire. Les enfants les guidèrent en riant, en courant à côté de la voiture. Ils trouvèrent une petite cour poussiéreuse avec un bâtiment à 3 salles, les murs peints en blanc fané avec une bande bleue en bas. Un petit drapeau pendait mollement sur un poteau en bois. Sabine était assise sur un banc, en pleine récréation, entourée d'enfants qui riaient avec elle. Elle avait des tresses simples, une robe en pagne bleue, des sandales usées, un visage doux, usé par les années de pauvreté. Mais ses yeux étaient encore vifs, encore pleins d'une intelligence vive. Mireille s'approcha. « Excusez-moi madame, êtes-vous Sabine Hénon ?» Sabine leva les yeux. « Oui, c'est moi, qui êtes-vous » Mireille s'assit à côté d'elle sur le banc. Les enfants s'éloignèrent en babillant. Thierry resta debout à distance respectueuse. Mireille prit une grande respiration. « Madame Sabine, je m'appelle Mireille. Je viens de Douala. Et je suis venue vous dire quelque chose qui va changer votre vie. Ou peut-être la briser encore plus. Je ne sais pas. Mais vous avez le droit de savoir. » Sabine la regarda avec surprise. « Dites-moi, madame. » Mireille ouvrit l'enveloppe. Elle sortit les 2 mémoires. Elle les posa sur le banc entre elles. « Madame Sabine, à l'université, en 2005, vous avez écrit un mémoire sur la digitalisation des petites entreprises africaines. Vous l'avez perdu. Vous avez dû reporter votre soutenance d'1 an. Vous vous souvenez ?» Sabine pâlit. Elle hocha lentement la tête. « C'est le pire souvenir de ma vie. J'ai perdu tout mon travail. Je ne l'ai jamais retrouvé. J'ai pensé que la femme de ménage me l'avait volé. J'ai pensé à beaucoup de choses. J'ai fini par accepter que c'était mon destin. » Mireille prit la main de Sabine dans la sienne. « Madame Sabine, ce n'est pas la femme de ménage qui vous a volé. C'est votre camarade de chambre, Karine. Elle a pris votre mémoire, elle l'a soutenu à votre place, elle a gagné le prix du meilleur mémoire de la promotion, et elle a bâti toute sa carrière sur votre travail. Aujourd'hui, elle est directrice générale d'une grande entreprise à Douala. » Sabine fixa Mireille pendant 10 longues secondes. Puis elle regarda les mémoires. Elle prit sa propre ébauche, qu'elle reconnaissait parfaitement. Elle la feuilleta avec des mains qui tremblaient. Elle retrouvait sa propre écriture, ses propres tableaux, ses propres idées. Elle prit ensuite le mémoire de Karine. Elle lut les premières pages. Elle fronça les sourcils. Puis ses yeux se remplirent de larmes. Elle lâcha les papiers. Elle porta ses 2 mains à son visage. Elle se mit à pleurer sans bruit, sur ce banc, au milieu de la petite cour poussiéreuse, pendant que les enfants jouaient au loin sans rien comprendre. Mireille la laissa pleurer. Elle posa une main sur son épaule. Elle ne dit rien pendant un long moment. Thierry attendait un peu plus loin, le visage sombre. Quand Sabine leva enfin la tête, ses yeux étaient rouges mais sa voix était ferme. « Mireille, dit-elle, pourquoi venez-vous me dire ça aujourd'hui? Après 15 ans. Pourquoi maintenant ?» Mireille lui raconta toute son histoire. Leur enfance avec Karine. Leur amitié. Les cahiers partagés. L'aide qu'elle lui avait apportée pendant 17 ans. La réapparition de Karine dans sa vie, comme patronne, à Douala. L'humiliation. La réaffectation au sous-sol. Les tâches impossibles. Les pressions. Thierry qui avait découvert la vérité. Sabine écoutait, la bouche entr'ouverte, en secouant parfois la tête comme si elle refusait de croire. À la fin, Sabine resta silencieuse un long moment. Puis elle dit, « Mireille, nous sommes 2 femmes qui ont été détruites par la même personne. 2 femmes de bien, 2 femmes qui ont travaillé honnêtement, qui ont aidé les autres, qui ont été trahies. Elle nous a volées toutes les 2. Moi, elle m'a volé mon avenir. Vous, elle vous vole encore aujourd'hui votre dignité au travail. Qu'est-ce que vous voulez faire ?» Mireille la regarda droit dans les yeux. « Je veux qu'elle tombe. Je veux que tout le monde sache la vérité. Je veux que les victimes soient reconnues. Mais je ne veux pas la prison pour elle. Je veux quelque chose de plus fort que ça. Je veux qu'elle se retrouve seule, sans poste, sans pouvoir, sans amis, avec juste sa propre conscience pour lui tenir compagnie. Je veux que sa chute soit publique,
pour qu'elle n'oublie jamais ce qu'elle a fait. Sabine hocha lentement la tête. Elle prit la main de Mireille. « Et ses 3 petits frères ?» demanda-t-elle doucement. Karine avait ses 2 petits frères à elle aussi. « Comment ils vont? Sont-ils au courant ?» Mireille baissa les yeux. « Je ne sais pas, » dit-elle. « Nous ne sommes plus en contact depuis longtemps. Mais je sais qu'ils sont restés modestes. Je ne pense pas qu'ils connaissent la vérité. » Sabine réfléchit. Puis elle dit, « Mireille, si nous faisons ça, il faut le faire bien. Il faut rassembler toutes les preuves. Il faut retrouver les témoins. Il faut être sûr que notre dossier est solide. Sinon, elle s'en sortira. Elle a des avocats, de l'argent, des relations. Elle nous écrasera si nous sommes faibles. Il faut être forte. Il faut être méthodique. Êtes-vous prête à me confier cette mission? Parce que moi, j'ai du temps. J'ai 15 ans de silence à rembourser. Je vais prendre un congé sans solde à l'école. Je vais venir vivre à Douala quelques semaines. Nous allons travailler ensemble. Qu'en dites-vous? » Mireille sentit des larmes monter à ses propres yeux. Elle avait trouvé une sœur. Pas de sang, mais de combat. Elle serra la main de Sabine. « J'en dis que Dieu nous a mises sur le même chemin pour une raison. » 3 semaines plus tard, Sabine était à Douala. Elle logeait chez Mireille, dans le petit 2 pièces du quartier Bali. Les 2 femmes mangeaient ensemble, parlaient ensemble, organisaient leurs plans. Chaque matin, Mireille partait travailler comme si de rien n'était, jouant son rôle de secrétaire humiliée au sous-sol, pour ne pas éveiller les soupçons de Karine. Chaque soir, elle rentrait et retrouvait Sabine qui avait passé la journée à faire des recherches, à téléphoner, à écrire des lettres. Les 2 femmes avaient transformé la petite table du salon en vrai poste de commandement. Des piles de documents. Des dossiers colorés. Un ordinateur portable prêté par Thierry. Des cartes de l'université. Des photocopies de vieux journaux. Un agenda rempli de rendez-vous codés. Thierry venait chaque soir vers 20h, après le travail, avec des documents qu'il avait réussi à obtenir. La base de données de l'entreprise. Les curriculums vitae de Karine. Les rapports de performance. Les décisions qu'elle avait prises depuis son arrivée. Il restait parfois jusqu'à minuit. Mireille lui servait du poulet ou du poisson, avec du riz. Sabine lui offrait toujours un petit café avant de partir. Thierry ne demandait jamais rien en échange. Il disait simplement qu'il avait choisi son camp, celui de la vérité, et qu'il n'abandonnerait pas ces 2 femmes tant que justice ne serait pas faite. En fouillant plus loin, Sabine découvrit autre chose. Elle contacta 2 anciennes camarades d'université qui étaient maintenant dispersées dans le pays. Elle avait gardé leurs coordonnées dans un vieux carnet qu'elle avait heureusement conservé pendant 15 ans. L'une était devenue directrice financière dans une banque de Yaoundé. L'autre était médecin à l'hôpital général de Bafoussam. Sabine les appela une par une. Au début, les 2 femmes furent surprises d'entendre sa voix après tant d'années. Puis quand Sabine expliqua la raison de son appel, l'une comme l'autre se souvinrent parfaitement de Karine. Les 2 avaient des histoires à raconter. Elles n'avaient juste jamais eu de quoi parler publiquement. L'une d'elles avait prêté ses notes de cours à Karine pendant un semestre entier, en 2e année, pendant qu'elle était hospitalisée pour une opération. Karine lui avait juré qu'elle copierait les notes et les lui rendrait dès sa sortie d'hôpital. Elle ne les avait jamais rendues. Pire, elle les avait photocopiées et vendues à d'autres étudiants sans jamais partager l'argent avec son ami malade. L'autre camarade avait rédigé un exposé que Karine avait présenté ensuite comme le sien, sans jamais citer sa source. Karine avait obtenu la meilleure note de la classe pour cet exposé. L'autre n'avait rien reçu, pas même un remerciement. Petit à petit, le portrait se précisait. Karine n'avait pas volé qu'un seul mémoire. Elle avait tout volé pendant toute sa scolarité. Elle avait construit sa carrière sur une succession de tricheries. Sabine n'était que la plus grosse victime. Sabine et Mireille décidèrent aussi d'enquêter sur la carrière professionnelle de Karine. Thierry les aida à vérifier certains rapports que Karine avait signés dans ses précédentes entreprises. Les 2 femmes trouvèrent d'autres indices. Des rapports copiés sur les idées de subordonnés sans jamais les citer. Des présentations qui étaient en fait des copies à la virgule près de travaux réalisés par des stagiaires qui étaient ensuite licenciés. 3 anciennes employées, contactées discrètement, racontèrent avoir été harcelées et renvoyées quand elles avaient osé se plaindre. Mais aucune n'avait jamais osé porter plainte, par peur, par honte, par manque de moyens. Tout ce matériel commença à former un dossier énorme. Sabine, avec sa rigueur d'ancienne étudiante en gestion, l'organisa en chapitres, avec des preuves numérotées,
des témoignages signés, des documents originaux. Au bout de 2 mois, le dossier faisait près de 200 pages. Le moment était venu d'agir. Mais Mireille et Sabine ne voulaient pas seulement que le dossier arrive à la police. Elles voulaient autre chose. Elles voulaient que Karine tombe publiquement. Devant ceux qui l'avaient placée là où elle était. Devant le conseil d'administration. Devant les actionnaires. Elles voulaient que la chute soit devant tout le monde, et que tout le monde comprenne, en une seule fois, qui était vraiment cette femme. Il se trouvait que l'Assemblée générale annuelle des actionnaires était prévue pour le 15e du mois suivant. Dans la grande salle de conférence du siège social. Plus de 100 invités importants seraient présents, les plus gros actionnaires, les membres du conseil, la presse économique locale, les associés internationaux. Karine devait y faire son grand discours de prise de fonction. C'était le moment qu'elle attendait pour asseoir définitivement son pouvoir dans l'entreprise. Thierry fit jouer ses relations. Il obtint pour Sabine une invitation officielle en tant qu'invité extérieur spécialisé en gestion, grâce à un vieux camarade qui siégeait au conseil. Thierry lui-même assisterait à la réunion en tant que représentant du service comptabilité. Mireille, elle, n'y serait pas officiellement. Mais elle attendrait juste derrière la porte principale, avec un sac contenant les originaux des preuves. Au signal, elle entrerait. Le 15 du mois arriva. La grande salle de conférence était pleine. Les fauteuils en cuir sombre étaient tous occupés. Les écrans projetaient le logo de l'entreprise en grand format. Un buffet élégant attendait à l'entrée avec des petits fours, des mini-brochettes, des verres de champagne, des rafraîchissements. Les invités chuchotaient, sirotaient leurs boissons, se saluaient avec des sourires de façade, échangeaient des cartes de visite, se plaçaient stratégiquement près des photographes officiels. Il y avait l'odeur du parfum cher, l'odeur du cuir neuf des fauteuils, l'odeur du café qui coulait dans la grande machine à l'arrière de la salle. Tout respirait le pouvoir et l'argent. Karine entra en tailleur blanc, les cheveux lâchés cette fois, plus brillante que jamais. Elle serrait des mains, riait poliment, dégageait la confiance absolue de celle qui avait atteint le sommet. Elle embrassait certains invités sur les 2 joues. Elle acceptait les compliments avec grâce. Elle ne vit pas, parmi les invités extérieurs, une femme discrète en pagne bleue et chemisier blanc, assise au 3e rang. Elle ne reconnut pas Sabine, qu'elle n'avait plus croisée depuis 15 ans. Le président du conseil d'administration prit la parole le premier. Il salua les invités. Il félicita Karine pour sa nomination. Il rappela son parcours exceptionnel. Il cita son fameux mémoire universitaire qui avait lancé sa carrière. Karine sourit. Elle monta sur l'estrade. Elle prit le micro. Elle remercia le conseil. Elle remercia les actionnaires. Elle commença à exposer ses grandes orientations stratégiques pour l'entreprise. C'est à ce moment précis que Sabine, assise au 3e rang, leva la main. Le président du conseil fronça les sourcils. « Oui madame, dit-il, vous avez une question. » Sabine se leva. Elle parla d'une voix claire, posée, parfaitement maîtrisée. « Monsieur le Président, pardonnez-moi d'interrompre madame la directrice générale. Mais avant qu'elle n'expose ses orientations stratégiques, il me semble important que le Conseil connaisse certaines vérités sur le parcours académique et professionnel de madame la directrice générale. Vérités que je viens de découvrir moi-même récemment, après 15 années de silence. » La salle se figea. Karine pâlit sur l'estrade. Ses yeux parcoururent la salle, cherchant à comprendre qui était cette femme inconnue. Elle essaya de reprendre la parole, mais le président leva la main. « Madame, qui êtes-vous exactement ?» demanda-t-il à Sabine. « Je m'appelle Sabine Hénon. J'étais la camarade de chambre de madame Karine à l'université en 2005. Je suis l'auteur véritable du mémoire sur la digitalisation des petites entreprises africaines, ce fameux mémoire qui a lancé la carrière de madame Karine. Mon travail original m'a été volé 3 semaines avant ma soutenance. J'ai mis 15 ans à retrouver mon dossier. Aujourd'hui, je tiens entre mes mains les 2 versions, la mienne, datée et archivée à la bibliothèque universitaire, et celle de madame Karine, rendue officiellement 2 ans après la mienne. Je demande au conseil d'administration de bien vouloir comparer les 2 documents. » La salle éclata en chuchotements. Karine lâcha le micro. Elle essaya de quitter l'estrade. Mais à ce moment précis, la porte de la salle s'ouvrit. Mireille entra, avec son sac de preuves. Elle s'avança au milieu de l'allée centrale. Karine la vit. Karine pâlit encore plus. « Mireille, » murmura-t-elle. Le président du conseil n'en pouvait plus. « Que se passe-t-il ici? Qui sont toutes ces femmes ?» dit-il en tapant sur la table. Mireille prit la parole. «
Monsieur le Président, je m'appelle Mireille Nkomo. Je travaille dans cette entreprise comme secrétaire depuis 8 ans. Je connais Madame Karine depuis l'âge de 7 ans. Nous avons grandi ensemble dans le quartier de New Bell. Nous avons été meilleurs amis pendant 17 ans. Depuis son arrivée dans cette entreprise il y a 3 mois, elle m'a harcelé, humilié, rétrogradé sans raison professionnelle, réaffecté aux archives du sous-sol avec une baisse de salaire, et enfin convoqué publiquement à son bureau pour des fautes imaginaires. Je possède tous les documents qui le prouvent. Mais ce qui m'amène aujourd'hui, ce n'est pas ma propre humiliation. C'est la vérité sur cette femme. Ma sœur Sabine vient de vous parler de son mémoire. Mais il y a plus que ça. J'ai dans ce sac les témoignages de 3 autres anciennes camarades d'université, de 2 anciennes employées de Madame Karine dans ses postes précédents, de plusieurs stagiaires dont les travaux ont été signés par elle. Tout cela forme un dossier de près de 200 pages que je remets aujourd'hui officiellement au conseil d'administration. Mireille déposa le dossier sur la grande table centrale. Le président le prit en tremblant. Il commença à le feuilleter. Les autres membres du conseil se levèrent et vinrent regarder par-dessus son épaule. Karine essaya une dernière fois de sauver la face. « Mesdames, messieurs, dit-elle d'une voix qu'elle voulait forte mais qui tremblait, ces 2 femmes sont des mythomanes. Elles me connaissent à peine. Elles veulent me nuire par jalousie. Je porterai plainte contre elles pour diffamation. » Le préside leva les yeux du dossier. Il regarda Karine. Son visage était devenu grave. « Madame Karine, dit-il froidement, le dossier devant moi contient des documents originaux datés, signés, archivés. Pas des allégations. Des preuves. Je suspends cette séance. Le conseil d'administration va se réunir en urgence. Veuillez quitter la salle s'il vous plaît. Madame Sabine, Madame Mireille, veuillez rester. Nous allons avoir besoin de vous. » Karine regarda autour d'elle. Personne ne la défendait. Ses assistants avaient reculé. Les actionnaires la fixaient avec dégoût. Les journalistes avaient déjà les doigts sur leur téléphone, prêts à écrire les articles du lendemain. Karine serra son sac. Elle leva la tête avec une dernière dignité. Elle traversa la salle en silence, sous les regards lourds. Elle sortit. La porte se referma derrière elle avec un petit bruit sec. Dans les heures qui suivirent, le conseil d'administration examina tout le dossier. Ils appelèrent la bibliothèque universitaire, qui confirma la date de l'ébauche de Sabine. Ils contactèrent 2 des anciennes camarades mentionnées, qui confirmèrent tout par téléphone. Ils consultèrent les dossiers d'archives de l'entreprise précédente, où 2 anciens employés attestaient avoir été harcelés et licenciés par Karine. Le soir même, le conseil annonça officiellement la révocation immédiate de la directrice générale pour faute grave, tromperie sur les qualifications et harcèlement moral. L'entreprise se désolidarisait publiquement. L'affaire serait transmise à la justice, non pour obtenir une peine de prison, mais pour permettre aux victimes qui le souhaitaient de déposer plainte à titre individuel pour plagiat. Les journaux du lendemain étaient sans pitié. La photo de Karine s'étalait à la une. Les titres étaient cinglants. La directrice générale démasquée. 15 ans de mensonges. Une carrière bâtie sur le vol. Les réseaux sociaux s'emballèrent. Les anciennes camarades d'université de Karine sortirent l'une après l'autre pour confirmer les accusations. Même certains collègues actuels brisèrent le silence, racontant les humiliations qu'ils avaient subies, les idées volées, les promotions obtenues par intimidation. Mireille fut rétablie dans son ancien poste avec excuses officielles du conseil et compensation financière pour les 3 mois d'humiliation. Sabine fut proposée pour un poste de directrice adjointe au département stratégie. Elle refusa poliment. Elle dit qu'elle préférait rentrer dans son village pour finir l'année scolaire avec ses élèves. Mais elle accepta une compensation financière importante qui lui permit de faire construire une petite maison pour sa mère âgée et de lancer un projet qu'elle rêvait depuis longtemps. Ouvrir une petite école pour les filles de son village, pour que d'autres petites Sabines ne restent pas coincées au village par manque de moyens. Le plus étrange arriva quelques semaines plus tard. Sabine et Mireille demandèrent à rencontrer Karine une dernière fois. Pas devant la justice. Pas avec des avocats. Juste entre elles 3. Karine avait tout perdu. Elle n'avait plus de poste, plus d'entreprise qui voulait d'elle, plus aucune des relations qui l'entouraient. Son mari l'avait quittée dès le lendemain du scandale, emmenant leur fils unique avec lui. Elle vivait seule dans un petit appartement au centre-ville, cachée, évitant de sortir à cause des journalistes qui traînaient encore. Elle accepta la rencontre sans trop savoir pourquoi. Peut-être parce qu'elle n'avait plus rien à perdre. Peut-être par curiosité morbide. Peut-être parce qu'au fond,
Elle voulait savoir ce qu'il allait lui être dit. Les 3 femmes se retrouvèrent dans une petite salle louée d'un hôtel discret. Il n'y avait personne d'autre. Juste 3 chaises en cercle. Une table basse au milieu avec une bouteille d'eau et 3 verres. Sabine s'assit la première. Karine s'assit en face. Mireille prit la dernière chaise. Le silence dura 2 longues minutes. Puis Sabine prit la parole. « Karine, dit-elle d'une voix calme, je voulais te voir parce que j'ai quelque chose à te dire. Quelque chose que je dois me dire à moi-même autant qu'à toi. Pendant 15 ans, j'ai pensé que mon échec à l'université était de ma faute. J'ai pensé que j'étais maudite. J'ai pensé que j'étais bête de n'avoir pas fait plus attention à mes documents. Je me suis détestée pendant 15 ans. Je ne pouvais plus me regarder dans un miroir sans penser à cette étudiante brillante que j'aurais dû devenir. Aujourd'hui, je sais la vérité. Et tu sais ce que je ressens. Je ressens de la libération. Parce que ce n'était pas ma faute. Et parce que pendant tout ce temps, c'est toi qui as porté le poids du mensonge, pas moi. Moi j'étais triste, mais j'étais en paix avec moi-même. Toi tu avais le succès, mais tu n'as jamais été en paix. Je ne t'envie pas. Je te pardonne. » Karine leva lentement la tête. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Sabine continua. « Je te pardonne, Karine. Pas pour toi. Pour moi. Pour ne pas avoir à porter cette haine pendant encore 15 ans. Je m'en vais d'ici aujourd'hui avec mon cœur léger. Toi tu resteras avec ta conscience. C'est déjà assez lourd. » Sabine se leva. Elle sortit de la salle sans attendre de réponse. La porte se referma derrière elle. Karine se tourna alors vers Mireille, les joues couvertes de larmes. « Mireille, chuchota-t-elle, et toi? Me pardonnes-tu aussi ?» Mireille resta silencieuse un long moment. Elle regarda Karine. Cette femme qui avait été sa sœur. Cette femme qui avait ri avec elle sous le manguier de l'école. Cette femme qui avait partagé son cahier déchiré en 2. Cette femme qui avait juré de ne jamais oublier. Cette femme qui, quand le moment était venu, avait choisi d'humilier Mireille au lieu de la saluer en tant qu'amie retrouvée. « Non Karine, » dit Mireille d'une voix très calme. « Je ne te pardonne pas. Pas aujourd'hui. Peut-être un jour, dans très longtemps. Peut-être jamais. Mais ce n'est pas par haine. C'est par vérité. Tu as brisé quelque chose que je ne savais pas qu'on pouvait briser. Tu as brisé ma confiance dans les liens anciens. Tu as brisé ma croyance que les gens peuvent être sincères pendant 17 ans. Pour ça, je n'ai pas de réponse. Sabine a raison de te pardonner. Elle est plus grande que moi. Moi je suis plus petite, plus humaine. Je m'en vais sans ta paix et sans ta colère. Je m'en vais avec rien. Et c'est comme ça que je peux tourner la page. » Mireille se leva à son tour. Elle marcha vers la porte. Elle posa sa main sur la poignée. Elle se retourna une dernière fois. « Karine, dit-elle, souviens-toi d'une chose. Un jour, quelqu'un d'autre te proposera peut-être son amitié sincère. Si ce jour arrive, sois digne de cette offre. Ne recommence pas ce que tu as fait. Et peut-être qu'alors, quelque part au fond de toi, tu te réconcilieras avec la petite Karine que tu étais avant de devenir la femme que tu es maintenant. Je te souhaite de retrouver cet enfant en toi. Adieu. » Elle sortit. La porte se referma. Karine resta seule dans la salle. Seule avec les 3 chaises. Seule avec la bouteille d'eau. Seule avec le silence. Seule avec tout ce qu'elle avait été. Seule avec tout ce qu'elle avait perdu. Mireille et Sabine se retrouvèrent dans le hall de l'hôtel. Elles s'étreignirent sans un mot. Elles savaient qu'elles venaient d'écrire la dernière page d'une très longue histoire. Elles sortirent ensemble dans le soleil de fin d'après-midi de Douala. 3 mois plus tard, Mireille et Sabine lançaient officiellement leur nouvelle entreprise. Elles avaient décidé ensemble de créer une petite société de conseil spécialisée dans la digitalisation des entreprises africaines. Un domaine que Sabine connaissait parfaitement depuis son mémoire original. Elles n'avaient pas beaucoup de capital. Elles avaient juste une compensation financière, un peu d'économie, et surtout une idée honnête et une vraie compétence. Elles commencèrent petit. Un bureau de 40 mètres carrés dans un immeuble modeste du quartier Aqua. Une secrétaire à mi-temps, qui n'était autre que Thierry, qui avait démissionné de l'ancienne entreprise pour rejoindre les 2 femmes. Leur marque, elles avaient choisi de l'appeler simplement Enon et Nkomo Conseil. 2 noms. 2 femmes. 2 parcours. Une seule mission. Aider les petites entreprises africaines à entrer dans la modernité numérique. Les débuts furent difficiles. Peu de clients.
Beaucoup de refus. Mais la réputation des deux femmes, après le scandale, les avait paradoxalement aidées. Les gens savaient maintenant qu'elles avaient travaillé seules, qu'elles n'avaient pas volé leurs idées, qu'elles étaient de vraies compétences. Petit à petit, les contrats arrivèrent. Des petites boutiques qui voulaient un site internet. Des entrepreneurs qui voulaient numériser leur stock. Des artisans qui voulaient vendre sur les plateformes en ligne. 2 ans plus tard, Enon et Nkomo Conseil comptait 15 employés et commençait à s'étendre dans les autres grandes villes du pays. Sabine avait aussi réussi à ouvrir sa petite école pour filles dans son village. 30 élèves la première année. 60 la deuxième. L'école s'appelait l'école de la deuxième chance. Parce que Sabine croyait fermement que dans la vie, on peut toujours redémarrer, même après des années de silence, même après des rêves écrasés, même après des mémoires volées. Quant à Karine, personne ne savait vraiment ce qu'elle était devenue. Certains disaient qu'elle avait quitté le pays, qu'elle s'était réfugiée chez une lointaine cousine au Gabon. D'autres disaient qu'elle travaillait comme simple comptable dans une petite entreprise familiale, sous un faux nom, dans une petite ville de province. Personne ne l'avait revue à Douala. Son nom avait été effacé des annuaires professionnels. Son visage avait disparu des couvertures des magazines. Elle était devenue ce qu'elle avait toujours eu peur d'être, une inconnue. Peut-être qu'elle se reconstruisait lentement, quelque part, en silence, en apprenant ce que c'était que de vivre sans voler. Peut-être pas. Personne ne savait. Et au fond, personne ne voulait vraiment savoir. Mireille, elle, s'était installée dans une nouvelle vie. Elle avait quitté son petit 2 pièces du quartier Bali. Elle vivait maintenant dans un appartement plus clair au quartier d'Edo, avec un petit balcon qui donnait sur un jardin planté de manguiers et de bougainvilliers. Elle passait ses week-ends à lire, à cuisiner, à recevoir ses petits frères et leurs familles quand ils venaient de l'étranger. Elle n'avait pas de mari, elle n'avait pas d'enfant. À 45 ans, elle avait accepté que la vie ne lui avait pas apporté la famille traditionnelle qu'elle avait rêvée plus jeune. Mais elle avait autre chose. Elle avait une dignité qui valait plus que n'importe quel salon de maison, plus que n'importe quelle alliance, plus que n'importe quel titre. Elle avait une amie véritable, Sabine, qui était devenue sa vraie sœur de cœur. Elle avait un jeune collègue fidèle, Thierry, qui était devenu comme un petit frère, et qui s'occupait désormais de la comptabilité de leur société. Elle avait un travail qui avait du sens. Elle avait une histoire à raconter, une belle histoire de combat et de vérité. Et ça lui suffisait amplement. Un soir, assise sur son balcon, Mireille repensa à tout ce chemin parcouru. Elle revit la petite fille qu'elle avait été, avec sa robe rapiécée et ses chaussures en caoutchouc noir, qui déchirait son cahier en 2 pour le partager avec sa camarade affamée sous le soleil brûlant de Newbell. Elle revit la jeune femme de 19 ans qui avait renoncé à ses études d'avocate pour nourrir sa famille après la mort brutale de son père mécanicien. Elle revit la secrétaire modeste qui avait été rétrogradée au sous-sol par son ancienne meilleure amie. Et elle vit la femme qu'elle était devenue aujourd'hui. Une femme debout. Une femme qui avait traversé la trahison la plus intime et qui en était sortie plus grande. Une femme qui avait compris que la vraie richesse n'est pas dans les titres qu'on affiche sur les cartes de visite. Elle est dans les liens qu'on sait choisir, dans les silences qu'on sait porter quand il le faut, dans les combats qu'on sait mener sans haine dévorante. Elle but une gorgée de thé à la menthe bien chaud et parfumé. Elle regarda le soleil qui se couchait sur Douala. Elle sourit doucement. Elle était enfin en paix. Et voilà, ma grande famille, comment s'est terminée cette histoire qui nous vient de Douala. Une histoire d'amitié d'enfance qui s'est révélée être un long mensonge. Une histoire de 2 femmes différentes qui se sont retrouvées liées par la même blessure. Une histoire qui nous rappelle que certaines trahisons ne se réparent pas par la prison, mais par la vérité publique et par le refus silencieux de se taire. Maintenant, je voudrais partager avec vous les leçons que cette histoire m'a inspirées. Je ne vais pas vous donner 4 points ou 5 leçons. Je vais vous donner un seul proverbe africain, celui que mes grands-mères répétaient quand j'étais enfant, et qui résume toute cette histoire mieux que n'importe quelle analyse. Le proverbe dit ceci. On ne tresse pas un bon panier avec des cordes volées. Je vais vous expliquer pourquoi ce proverbe me paraît essentiel pour comprendre Karine. Un panier, dans nos cultures africaines, c'est beaucoup plus qu'un objet. C'est ce qu'on utilise pour porter la récolte. C'est ce qu'on transmet de mère en fille. C'est le symbole de ce qu'on construit avec ses propres mains, avec son propre courage. Quand on tresse un panier avec des cordes qu'on a volées à un autre, le panier semble d'abord solide. Il peut même être beau. Mais à la première vraie charge, il se déchire. Parce que les cordes volées portent en elles la malédiction de leur origine. Elles savent qu'elles ne sont pas à leur place.
elles finissent toujours par lâcher. Karine a tressé sa carrière avec des cordes volées. Le mémoire de Sabine. Les idées de ses camarades. Les travaux de ses subordonnés. Pendant des années, son panier a eu l'air solide. Elle a porté le succès, l'argent, le pouvoir, les honneurs. Mais au fond d'elle-même, elle savait. Elle savait que chaque corde qu'elle avait utilisée ne lui appartenait pas. Elle vivait dans la peur. La peur qu'un jour, quelqu'un reconnaisse une des cordes. La peur qu'un jour, le panier se déchire. Et quand Mireille est apparue dans sa vie, elle a vu le panier commencer à trembler. Elle a paniqué. Elle a essayé de couper la corde qui reconnaissait le voleur, qui était Mireille elle-même. Mais c'était déjà trop tard. Une autre corde, celle de Sabine, a fini par se révéler aussi. Et le panier s'est déchiré devant tout le monde. Mireille, elle, a tressé sa vie avec des cordes honnêtes. Des cordes qu'elle avait tordues elle-même, avec ses propres mains, avec patience. Son panier était peut-être moins impressionnant, moins brillant, moins rapide à monter. Mais il a tenu. Il tient encore aujourd'hui. Et quand elle a dû porter la charge lourde de la trahison, son panier ne s'est pas déchiré. Il a tenu bon. Alors la leçon que je tire de cette histoire, je vous la donne sous forme de question. Dans votre vie, vos cordes, à vous, sont-elles honnêtes? Est-ce que vous prenez le temps de les tordre vous-même, même si c'est plus long? Est-ce que vous construisez votre panier avec patience? Ou bien est-ce que vous cédez à la tentation d'attraper la corde du voisin quand il ne regarde pas? Parce que si vous choisissez la deuxième option, sachez que tôt ou tard, votre panier se déchirera. La vérité a ses saisons. Elle peut prendre 10 ans, 20 ans, 40 ans. Mais elle arrive toujours. Et quand elle arrive, elle ne prévient pas. Je voudrais aussi vous parler du pardon. Sabine a pardonné à Karine. Mireille n'a pas pardonné. Et je crois que les deux ont eu raison. Il y a plusieurs façons de pardonner. Il y a le pardon qui libère, comme celui de Sabine, qui ne voulait pas porter la haine pendant encore 15 ans. Et il y a le refus honnête de pardonner, comme celui de Mireille, qui a préféré s'en aller avec sa vérité intacte plutôt que de se forcer à une réconciliation fausse. Le pardon n'est jamais une obligation. C'est un cadeau qu'on fait quand on est prêt. Si on n'est pas prêt, il vaut mieux ne pas se mentir à soi-même. Mieux vaut un refus clair qu'un faux oui. Et maintenant, ma grande famille, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Avez-vous déjà eu dans votre vie une Karine, une amie d'enfance qui a révélé un autre visage des années plus tard? Avez-vous déjà été une Sabine, une victime silencieuse qui ne savait pas qu'on lui avait volé quelque chose? Ou peut-être avez-vous été une Mireille, quelqu'un qui a dû combattre pour sa dignité dans son milieu professionnel? Racontez-moi vos histoires. Écrivez-moi d'où vous me regardez, de quelle ville, de quel pays. Chaque commentaire que je lis me bouleverse, chaque histoire que vous me confiez me donne la force de continuer à créer pour vous. Si cette histoire vous a touché, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Partagez-la autour de vous. À cette copine que vous n'avez pas revue depuis longtemps et qui vous manque. À cette collègue qui traverse un moment difficile au bureau. À cette sœur qui doute de sa valeur. On ne sait jamais qui a besoin d'entendre qu'un panier honnêtement tressé tient plus longtemps qu'un panier construit dans le vol. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines histoires. Je prépare déjà pour vous de nouveaux récits qui vont encore vous bouleverser, vous faire pleurer, vous faire réfléchir. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos liens. Et rappelez-vous toujours ceci. Quand on se demande qui est vraiment quelqu'un, il ne faut pas regarder ce qu'il montre. Il faut regarder comment il se comporte quand il ne pense pas qu'on le voit. À très bientôt pour une nouvelle histoire.